Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien. Nous sommes ravis de vous retrouver pour un nouveau live concernant le talent management. Est-ce qu'il se joue dès le recrutement? Alors pour cela, on va être trois. Je vais tout de suite laisser la parole à Jordan qui va se présenter. Jordan, je te propose. Ouais, bonjour Mathilde, bonjour à tous, ravi d'être avec vous ce soir. J'ai rejoint Doctolib depuis 2 mois et demi, donc je vous partagerai des expériences qui sont tirées à la fois de ce que j'ai fait par le passé et évidemment de ce que j'ai découvert chez Doctolib. J'ai rejoint l'équipe Doctolib en tant que Head of Talent Development, donc un peu comme traditionnellement le talent development est traité dans pas mal d'organisations. Je m'occupe d'évaluation de la performance et d'évaluation des compétences surtout au service de la mobilité interne et du parcours de carrière des équipes. Et puis par le passé, j'ai été DRH du slip français. Et j'ai travaillé en tant que RH aussi au sein du groupe Bell avant une première partie de carrière en tant que consultant en management dans pas mal d'organisations différentes. Donc voilà, je suis ravi d'être avec vous ce soir et de pouvoir intervenir sur ce sujet-là à ton côté, Mathilde. En fait, tu as déjà plein de vies en RH, je suis en train de me dire, Il y moi a j'avais quelques, que il y a quelques vies RH, effectivement, et plein de choses intéressantes à raconter. Bon, Christopher Kamischke, donc de Sanofi, va nous rejoindre aussi. Pardon, voilà, il s'excuse déjà, mais on a des petits sujets techniques, donc il va nous rejoindre. Et me concernant, pour ceux qui ne connaissent pas, donc j'ai ravi aussi d'intervenir aux côtés de Jordan et de Christopher. Donc Mathilde Lecause, j'ai la chance d'intervenir aujourd'hui à 2 titres, puisque je suis donc DRH du cabinet Mazars, cabinet d'audit et de conseil financier, et puis aussi en tant que nouvelle présidente du Lab RH que j'ai la chance de représenter. Et donc, on va avoir le plaisir de partager, si ça vous va, ce soir, nos retours d'expérience ou nos questionnements sur ce qu'est aujourd'hui le talent management. Alors, il se trouve, c'est pas très poli, j'en suis navrée, mais en fait, on va à la fois intervenir et rebondir sur ce que vont dire les uns et les autres. Donc voilà, ça va être un On va se passer exercice. la balle, exactement. Voilà, exactement. Et donc, j'ai la chance de débuter, puisqu'il se trouve que dans le fil de notre intervention, c'est comme ça que ça nous a semblé le plus pertinent. C'est avec plaisir que moi, je voulais commencer peut-être par vous partager ce que nous faisons chez Mazars en termes de talent management. Alors, pour être très transparente, je me suis posé la question de ce que c'était talent management. Je t'ai dit que c'est un terme que je n'utilise jamais dans le recrutement. Et du coup, j'ai trouvé ça intéressant. On verra à la fin peut-être quelle perspective ça apporte aussi sur les métiers du recrutement notamment. Bien sûr, en fait, je me rends compte que je fais du talent management dans le sens où aujourd'hui, et je pense que ça, on le partage tous, hein, les enjeux au terme du recrutement, ça fait longtemps qu'on parle de guerre des talents, mais alors depuis 18 mois, ça s'est très, très, très fortement accentué avec des enjeux très nombreux. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, avoir une marque employeur, un processus de recrutement innovant, digital, ergonomique, soigner son expérience candidat pour en faire aussi des ambassadeurs de la marque, ce sont aujourd'hui des enjeux extrêmement importants. Alors, pour vous donner peut-être quelques exemples, effectivement, déjà, j'aime bien utiliser la démarche marketing d'un point de vue RH, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, j'estime adresser des clients, que ce soit des prospects, donc qui sont encore candidats, ou des collaborateurs. Et l'enjeu, c'est aussi de soigner effectivement l'expérience de ces candidats, qu'on décide de les recruter ou non, pour en faire des meilleurs ambassadeurs. Alors, ça va passer à la fois par des outils qui permettent aujourd'hui, je pense, de répondre aux enjeux d'utilisation, de navigation, de consommation de nos candidats. Aujourd'hui, ce que je constate, c'est que, en tous les cas, moi, adressant une population extrêmement jeune, je vais vraiment aller sur les codes du e-commerce pour adresser en fait les enjeux du recrutement. Est-ce que la navigation sur mon site carrière est ergonomique? Penser UX design pour répondre aux attentes de ma cible. Je
pense par exemple au suivi de candidature. Hein. Aujourd'hui, on est tous habitués à faire un suivi de colis. Ben, est-ce qu'aujourd'hui, un candidat peut suivre sa candidature? Est-ce que on s'en occupe vraiment? Et donc toute la dimension du care aujourd'hui pour les candidats est extrêmement importante. Alors on a la chance de travailler avec plusieurs acteurs, notamment des startups, certaines du Lab RH, avec Yago par exemple, qui nous permet de soigner nos réponses à candidats, qu'ils soient recrutés ou non. Je pense aussi à la solution JIG, qui est le Doctolib du recrutement, qui permet en fait à nos candidats et nos recruteurs de matcher leurs agendas pour vraiment une expérience extrêmement fluide et ergonomique dans la prise de rendez-vous. Mais je pense aussi à Goshaba, avec qui nous venons de finir l'expérimentation et que nous déployons pour, je dirais, mieux identifier les compétences chez nos candidats pour dépasser aussi uniquement, on va dire, le diplôme et le CV et donner en fait quelque part, ouvrir aussi les chances à de nombreux candidats de pouvoir postuler sur leur personnalité, leurs soft skills, et du coup via des jeux en ligne pour pouvoir du coup peut-être identifier ces talents dès le recrutement pour pouvoir mieux les accompagner en process de recrutement. Et peut-être juste pour terminer, avant de laisser la parole, Jordan, je trouve aujourd'hui aussi qu'il y a un enjeu en tant que un peu d'orientation et d'accompagner les candidats dans ce processus de recrutement. Alors, c'est vrai qu'on travaille beaucoup, par exemple, avec Job Teaser, qui accompagne aussi beaucoup aujourd'hui un certain nombre d'étudiants dans la recherche d'emploi. Mais je pense qu'aujourd'hui, quand on voit, par exemple, chez Mazars, avec 280 offres en ligne en simultané, comment on les aide à bien identifier le métier qui va répondre à leur profil. Donc, par exemple, comment on va faire du matching entre un CV et une offre d'emploi, notamment en utilisant la solution CV Catcher, mais aussi au-delà de ça, comment nos recruteuses peuvent être vraiment dans une posture de conseil et d'accompagnatrice. Pardon, je dis elle, puisque aujourd'hui j'ai une équipe majoritairement féminine sur le recrutement, sur quels conseils on donne aux candidats, comment on travaille un CV, faut-il encore présenter une lettre de motivation, quelle posture avoir en entretien. J'estime que c'est aussi dans notre mission aujourd'hui d'accompagner nos candidats pour les mettre dans les meilleures conditions pour pouvoir donner le maximum d'eux-mêmes lors de leur entretien. Et toi, Jordan, je pense que vous faites aussi pas mal de choses. Ouais, merci beaucoup Mathilde. En tout cas, c'est toujours hyper inspirant pour moi d'être dans des webinaires avec des personnes comme toi qui partageaient vos expériences, parce qu'à la fois, Mazars est un cabinet d'une très grande taille et nous, même si on commence à être une très grosse startup, on reste en fait très très jeune dans notre création et on a encore à progresser sur plein d'aspects. Peut-être que pour les personnes qui nous écoutent, je voudrais repartager quelques éléments sur Doctolib, parce que comme les choses vont très vite et puis que je sais qu'on a été sous le feu des projecteurs au travers des différentes campagnes de vaccination notamment, pour placer un petit peu ce qu'est Doctolib dans le paysage du recrutement en France. En fait, on est à l'heure actuelle 2300 personnes en France, en Allemagne et en Italie. On vient d'ailleurs d'ouvrir et de lancer officiellement l'Italie il y a à peu près un mois, notamment grâce à l'acquisition du deuxième acteur de la télésanté en Italie, qui s'appelle Dotori. Notre ambition en 2022, c'est de recruter environ 1000 personnes sur ces trois marchés. Donc, on a des enjeux très forts de recrutement et là où le webinaire était intéressant sur l'approche du talent management se joue dès le recrutement, notamment évidemment au regard du poste que j'occupe, c'est que chez Doctolib, on a trois grandes missions, deux qui n'ont presque rien à voir évidemment avec le sujet dont on va parler, mais qui me semble importante de rappeler. La première qui est de simplifier la vie des praticiens de santé partout dans le monde. C'est globalement la proposition qu'on essaie d'apporter avec ce système de planification, d'organisation de la vie du Deuxième des missions, c'est fluidifier le parcours de soins du patient, donc ce qu'on peut voir nous tous au quotidien lorsque malheureusement on est malade ou qu'on a besoin de se faire vacciner. Et puis le troisième la troisième mission qui n'a pas bougé depuis le début, c'est de construire une génération d'entrepreneurs aux valeurs humanistes. Et c'est ce qu'on va regarder dès le recrutement justement, et c'est ce qu'on va essayer de faire vivre dans l'expérience candidat que de l'ensemble des personnes qui vont nous rejoindre vont pouvoir vivre tout au long de leur parcours. Alors sur ce troisième volet justement de construire une génération d'entrepreneurs,
comment est-ce qu'on le fait? On n'a pas forcément la prétention de dire qu'on le fait différemment des autres. Néanmoins, on a internalisé toutes nos équipes de recrutement. Donc, on a par exemple à l'heure actuelle sur 2 300 personnes, on a 100 personnes qui font ce qu'on appelle du talent acquisition, donc du recrutement pur sur l'ensemble de nos marchés, pour faire en sorte que ces personnes-là soient le plus porteurs possible de l'ADN Doctolib, puissent évaluer les candidatures qui sont reçues à l'aune des compétences à la fois métiers et des compétences transverses que l'on attend pour, dans le cadre justement de ces recrutements-là. Et cette approche compétence, qui peut paraître un petit peu tarte à la crème, on a l'impression qu'on l'entend tout le temps. Moi, j'étais quand même surpris d'arriver dans une boîte avec 8 années d'existence, avec un référentiel de compétences ultra précis, une attention très particulièrement portée sur les scorecards au moment du recrutement pour spécifiquement évaluer les compétences nécessaires lors de l'arrivée des candidats, ce qui nous permet en fait, de regarder très peu le haut du CV et d'être énormément basé sur ce que le candidat ou la candidate peut démontrer en entretien. On fait notamment dans le process d'entretien qui est découpé en 4 phases, on fait passer un moment un cas pour permettre au candidat de mieux se projeter sur la réalité de ce que sera son job demain, hein. Le cas, c'est pas un cas théorique ou un cas pour mesurer des compétences de logique ou autre, hein. C'est vraiment un cas qui a été conçu par les équipes qui vont accueillir la personne demain pour que la personne commence déjà à se mettre un peu dans l'état d'esprit de la feuille de route qui sera demain potentiellement la sienne. Et, et dans cette partie-là, le fait de mobiliser et d'être dans l'analyse des compétences dès le départ, ça va permettre à la personne qui nous rejoint d'être dans cette logique de construction de parcours dans l'entreprise tout au long de son évolution chez nous, parce que on aura dès le départ ancré le fait que au-delà de construire une carrière, on construit un parcours professionnel qui passera par Doctolib et passera sûrement par d'autres entreprises, et que nous, on va accompagner les gens dans le développement de ses compétences. Donc, on a un pilier de nos valeurs qui est le pilier Learn, qui est extrêmement présent au quotidien, puisqu'on a un peu un motto qui est qu'il faut apprendre trois choses par jour. Donc, on a des équipes Learning and Development qui sont extrêmement développées, qui développent énormément de contenu pour l'ensemble des managers et des Doctolibers pour leur mettre à disposition les moyens d'apprendre au quotidien et de grandir. Encore une fois, hein, je le mets en perspective de la taille de notre organisation. On a une organisation avec à peu près 32 ans de moyenne d'âge, ce qui est au final assez peu. Et dans ce cadre-là, on fait en sorte justement de pouvoir donner les clés à chacun de pouvoir progresser. Ensuite, Mathilde l'évoquait tout à l'heure, on essaie évidemment, comme un peu j'imagine tout le monde, de proposer une expérience candidat qui soit la plus qualitative possible. Pour le faire, on a identifié, nous, ce qu'on appelle des moments that matter. Ces moments that matter, c'est un peu des grands rendez-vous, les moments où on doit pouvoir proposer une expérience exceptionnelle à nos candidats. Ces moments, ils sont au nombre de 6. Le recrutement, l'onboarding, le premier one-to-one ou la première création de la relation avec son manager, la discussion sur son développement, sa première mobilité et puis l'offboarding. Sur l'ensemble de ces éléments, on souhaite avoir une proposition de valeur extrêmement forte qui nous aligne tous au sein de la fonction people pour, encore une fois, être au service de l'expérience de vie et du développement des compétences du Doctolib qui va nous rejoindre. Concrètement, ça se traduit comment? Quand on dit qu'on investit sur l'onboarding, c'est que quand on arrive chez Doctolib, on passe une semaine complète, 5 jours, en onboarding pour découvrir ce que sont les piliers d'action chez Doctolib. C'est ce qu'on appelle notre playbook. Découvrir nos manières de travailler. On a des manières de travailler pour être le plus efficace possible au quotidien, des principes d'organisation de réunion, etc. Tout ça, c'est partagé aux nouveaux arrivants tout au long d'une semaine d'onboarding qui leur permet évidemment de se rejoindre. C'est très clé d'avoir cet onboarding extrêmement bien construit parce que, pour vous donner aussi un peu de perspective, sur les 3 derniers mois, on a intégré 550 personnes. Et donc en fait, pour faire en sorte que cette intégration de 550 personnes sur un collectif de 2000, puisque maintenant on est à peu près 2 350, ne vienne pas perturber l'équilibre, la culture de l'organisation, c'est extrêmement important que l'onboarding soit poussé. Donc voilà pourquoi tout se joue dès le recrutement et l'onboarding pour moi, parce que la capacité qu'on va avoir à conserver et à retenir
des personnes dans notre organisation va se jouer à ce moment-là, évidemment dans la manière dont on va les sélectionner et dont on va exiger un certain niveau au moment du recrutement, dans la manière dont on va pousser notre approche competency-based et dans l'onboarding très exigeant sur lequel on investit beaucoup pour faire en sorte que les Doctolibers aient les clés le plus rapidement possible pour ensuite pouvoir s'éclater, j'espère, le plus possible dans l'organisation. Merci beaucoup, Jordan. Alors, ça y est, Christophe nous a rejoint. Alors, Génial. malheureusement, vous n'allez pas le voir, mais vous allez l'entendre. Donc, Christopher, du coup, peut-être si tu peux te présenter. Et puis, et toi, la manière dont tu vois le talent management, c'est quoi pour toi? Et est-ce que tu penses qu'il se joue dès le recrutement? Très bien, merci Mathilde. Alors j'espère que vous m'entendez bien. Désolé pour ces problèmes techniques, mais bon, je suis vraiment ravi de passer ces quelques moments avec vous et partager mon expérience. Je travaille chez Sanofi, donc le laboratoire français, et mon rôle chez Sanofi, c'est responsable du recrutement. Donc, je gère tout le recrutement de Sanofi, qu'on appelle Talent Acquisition chez nous, au niveau global. Donc, en termes de volumétrie, pour une entreprise de 100 000 employés à peu près, on effectue à peu près 20 000 recrutements par an. Et sur ces 20 000 recrutements, en fait, je compte la mobilité interne, la mobilité externe, enfin le recrutement externe plutôt, le recrutement CDI, CDD, mais également les intérimaires, pas les intérimaires, les stagiaires, les alternants et les VIE également. Donc une grosse volumétrie. Alors le talent management, bien sûr, on travaille sur talent acquisition en fait de manière très étroite avec toutes les COI, parce qu'aujourd'hui, on se rend compte que tout ce que l'on fait, finalement, est très interconnecté, et notamment avec talent management. Et ce que je proposais de faire aujourd'hui, parce qu'en réfléchissant à la manière de lier finalement le recrutement au talent management, je me suis dit que pour être un petit peu complémentaire de ce que ont présenté Jordan et Mathilde, je me suis dit que finalement, il serait intéressant également de penser au recrutement interne et donc de faire le lien entre le recrutement interne, qui est vraiment une composante très importante, en tout cas chez nous, et le talent management. Sur le recrutement interne chez Sanofi, on a vraiment énormément mis d'efforts, d'outils, de changements culturels pour faire en sorte que avant de recruter un poste par une personne en externe, on donne la possibilité à nos employés de continuer à se développer, de pouvoir accéder en toute transparence finalement à toutes les opportunités au sein de Sanofi. Et donc, pour illustrer l'exemple, avec des chiffres et des résultats, entre 2015, au moment où j'ai pris mon poste, on était à peu près à 30% de recrutement interne en ce qui concerne les CDI. Cette année, nous allons terminer à 50% de recrutement interne. C'est-à-dire vraiment une accélération finalement de notre capacité à puiser au sein de Sanofi, ce qui coûte moins cher au niveau du recrutement, mais c'est pas ça le plus important. Le plus important, c'est que ça donne la possibilité en fait à nos employés de continuer leur parcours professionnel d'une étape supplémentaire et donc de quelques années et de continuer finalement à se développer et à contribuer au sein de Sanofi. Et l'exemple que je souhaitais prendre aujourd'hui, c'est un tout nouveau projet que nous sommes en train de lancer, puisque le pilote vient de démarrer sur une population de 25 000 employés. Et début d'année prochaine, nous comptons toucher les 100 000 employés de Sanofi, donc à travers le monde. Et donc, c'est une expérience que nous proposons à nos employés qui se fait autour ce qu'on appelle aujourd'hui, si vous avez entendu le concept, une talent marketplace. Et la talent marketplace, qu'est-ce que c'est en fait? C'est un outil, et là pour nous c'est intégré dans le système qui gère nos ressources humaines. Alors on est sur Workday, mais il y a d'autres outils similaires qui existent sur le marché. Et cet outil, que fait-il? En fait, la talent marketplace, elle va en fait mettre en relation
des opportunités avec nos employés au travers des skills. Donc, nos employés entrent dans notre plateforme, donc dans notre outil de gestion de nos employés, leur profil de talent et leurs skills. Et l'outil extrait des skills sur soit les opportunités de poste, soit sur des projets, et va faire le matching en fait de ces skills et directement pousser à nos employés des opportunités. Là où c'est innovant, et c'est un réel changement culturel important pour nous, c'est que ça se fait quand même déjà sur le recrutement des postes en CDI, puisque déjà les employés peuvent mettre une alerte, et que finalement c'est pas très choquant de pousser des offres d'emploi à nos employés. En revanche, là où c'est très innovant pour nous, et c'est là où ça rejoint le talent management, c'est que nous avons décidé à l'échelle du groupe d'offrir la possibilité à n'importe quel manager dans le monde de publier un projet à hauteur de 20% du temps d'une personne. Et ce projet, en fait, le manager va pouvoir le publier, on va extraire les skills du projet qui vont être matchés ou avec celles de nos employés, et nos employés vont recevoir directement des opportunités pour contribuer en fait à des projets qui sont dans le cadre de leur propre développement. Et donc il y a toute une technologie derrière cette approche. Et c'est là où je trouve que finalement le recrutement rejoint complètement le talent management, puisque d'un côté c'est une opportunité à travers des projets. Et pour ceux qui, je pense qu'on est nombreux en RH, utilisent le concept de 70-20-10. Donc, on se développe à 70% sur un poste, sur le métier ou sur l'activité, à 20% au travers de coaching et 10% seulement au travers de ce que l'on apprend dans des formations formelles. En fait, on se propose ici de travailler et d'offrir à nos employés l'opportunité de travailler sur ces 70%. Parce que c'est là où, en fait, on apprend le plus rapidement au travers d'une expérience qui se fait avec des collègues sur un réel projet et avec une réelle finalité. Et donc, c'est un cercle vertueux. L'idée est que pour l'employé, il ou elle va pouvoir se développer au travers de ces projets. Au travers de ces projets, il ou elle va également se créer un nouveau réseau qui peut être en dehors de sa famille habituelle dans laquelle il peut travailler. C'est-à-dire que moi, en ressources humaines, je peux tout à fait travailler sur un projet en finance ou en medical affairs, hein, si en affaires médicales, si mes compétences finalement peuvent apporter quelque chose. Ça peut être sur de la gestion de projet, ça peut être sur de l'externalisation, enfin là où je peux avoir finalement des compétences à proposer. Et le gros avantage pour nos managers, c'est que ça leur donne un accès immédiat à des ressources qui sont en interne, qui connaissent la maison, qui sont déjà connectées dans les systèmes. Et du coup, ça crée un cercle vertueux. Donc voilà, peut-être je fais une pause ici, Mathilde. Oui. Si tu as des questions ou si je peux apporter des précisions sur ce projet. Oui. Merci beaucoup, Christopher. De toute façon, c'est ce que j'allais proposer. Il y a un chat, donc n'hésitez pas aussi, si vous avez des questions, à les inscrire pour que nous puissions y répondre. On se laissera quelques temps si ça vous va à la fin de la séance. Donc, si vous voulez poser une question à Jordan, à Christopher, moi-même, encore une fois, n'hésitez pas. Moi, j'avais une question à vous poser. En fait, moi, ça m'a questionné sur, est-ce que tout simplement, être recruteur aujourd'hui, ça n'est pas faire du talent management. C'est-à-dire qu'au-delà de dire ça converge, est-ce que ça n'est pas le job aujourd'hui d'un recruteur au sens où, moi, c'est vrai que je questionne beaucoup. Alors, Christopher, avant que tu te connectes, moi, j'ai partagé toutes les startups avec lesquelles on travaillait pour proposer une expérience candidat optimale, comme si c'était nos clients et nos collaborateurs. Et c'est vrai que moi, je suis assez soucieuse mais en fait aussi, quelle expérience je veux proposer à mes équipes RH. C'est-à-dire que souvent, en tant qu'RH, on doit enchanter l'expérience d'un candidat, enchanter l'expérience d'un collaborateur, mais est-ce que notre expérience à nous, elle est enchantée, en fait, quelque part? Si elle l'est pas, comment on peut enchanter celle des autres? Et ce que je trouve intéressant aujourd'hui dans tous les outils
ou toutes les innovations qu'on a partagées, c'est qu'on re-questionne aussi notre positionnement. Quel est le sens de notre métier et la valeur ajoutée qu'on veut apporter. Au-delà du fait, et je témoignais par exemple tout à l'heure sur donc JIG, le Doctolib du recrutement, donc sans faire de jeu de mots avec toi Jordan, mais en fait, bien évidemment, je l'ai mis en place pour faciliter, rendre plus fluide et ergonomique l'expérience d'un candidat, mais aussi pour réenchanter l'expérience de mes recruteuses, de mon équipe de recrutement. C'est-à-dire, lorsqu'on passe des heures à caler des agendas et faire prendre des rendez-vous, est-ce que le job aujourd'hui des recruteurs, ce n'est pas justement on va dire, d'automatiser, de robotiser toutes les tâches à faible valeur ajoutée pour se reconcentrer sur la mission première qui est accompagner les candidats. Et derrière cela, c'est vrai que talent management, je me suis dit, mais en fait, qu'est-ce qu'on appelle management? Parce que identification de talent, ça, on est très clair, on voit le recrutement, j'identifie le talent. Mais là, management, c'est je l'identifie, je le fais grandir, je crée une histoire, je donne envie. Donc, voilà, je manage ces talents-là. Et ce que je trouve intéressant, c'est que ça nous renvoie quand même aussi aujourd'hui, le problème qu'on a, c'est que je vous donne un exemple. Chez Mazars, on a 70 000 candidatures par an pour 1000 postes ouverts. Et pour autant, je ne trouve pas mon bonheur. Et je pense que c'est le cas aujourd'hui de toutes les organisations. C'est qu'on sait que les candidats, ils n'arrivent pas naturellement. Les candidats, on doit aller les chercher, on doit les créer, on doit leur donner envie de nous rejoindre. On doit parfois, on se dit, ah tiens, mais en fait, c'est pas là que je te verrai. Toi, tu as envie de postuler pour ça, mais c'est pas là que tu serais le meilleur. Moi, je te vois bien là. Donc là, je trouve qu'on est vraiment dans cette notion de management. Je sais pas. Vous, qu'est-ce que vous en pensez? Est-ce que vous trouvez que c'est déjà aujourd'hui? C'est le sujet de demain? Vous en pensez quoi? Je pense que c'est déjà aujourd'hui et que dans la position dans laquelle tu es, la position dans laquelle Christopher est, avec le nombre de candidatures que vous avez à traiter par an, c'est des volumes incroyables. La question se pose d'autant plus, c'est-à-dire que l'avantage avec le volume, c'est aussi la difficulté, mais c'est de faire le tri et de bien faire le tri. C'est-à-dire qu'il ne faut pas passer à côté du bon candidat et en même temps, on a le luxe de pouvoir les orienter vers les postes qui pourraient leur correspondre le mieux. Et comme ça, on peut évidemment espérer que les gens s'éclatent dans leur boulot et restent le plus longtemps possible et soient super performants ensuite dans l'organisation. Donc, ça demande du coup énormément de travail et d'outils pour pouvoir sélectionner ces profils et faire en sorte que le matching se passe bien. Là où je te rejoins énormément aussi, c'est sur l'évolution du métier de recruteur. Je pense que, au vu de la taille de nos différentes organisations, on a la possibilité maintenant de permettre à nos recruteurs de se détacher des tâches à faible valeur ajoutée pour se spécialiser dans l'accompagnement du candidat. Et j'ai jamais vu un recruteur comme étant quelqu'un qui était contre le candidat. Au contraire, je pense plus il est du côté du candidat, plus c'est un peu le chasseur de tête qui accompagne le candidat et qui le prépare le mieux possible au step d'après. Plus il va pouvoir être en proximité pour savoir comment le candidat se sent dans son process, plus il pourra aussi visualiser si le process peut aller jusqu'au bout et donc comment se fera le succès du recrutement en cours. Donc, moi, pour témoigner de mon recrutement chez Doctolib, parce que pour le coup, ça fait pas si longtemps, au final, j'ai été assez impressionné par l'expérience vécue, au-delà de la visibilité que j'ai eue sur tout le process et le fait que ça aille très vite. On a globalement ce qu'on appelle un time to hire, donc le temps entre la première fois où on candidate sur le site et le moment où on est recruté, qui est en moyenne de 3 semaines. Ce qui veut dire qu'en 3 semaines, on passe à peu près toutes les étapes, c'est-à-dire les 4 étapes que je vous ai décrites tout à l'heure, dont le cas. Avec le passage par la conversation avec le recruteur et puis les étapes avec les managers et éventuellement un niveau du directeur pour valider le poste final. Bah, entre toutes ces étapes-là, j'ai eu des sessions de mini-coaching avec la personne qui était mon recruteur. C'est-à-dire que cette personne-là, elle m'a fait le premier entretien, qui est un screen RH classique, on va dire, mais ensuite, elle s'est totalement transformée dans la posture pour m'accompagner, pour savoir si j'avais des questions. Elle m'a énormément parlé de l'organisation, donc elle était plus dans... C'était pas de la vente de l'organisation, mais me parler de la réalité de ce que j'allais découvrir au quotidien, de ce que c'était que le quotidien chez Doctolib, pour que moi, je sois sûr aussi de mon choix. Parce que la plupart du temps, enfin, et ça, on en discute beaucoup avec les recruteurs, c'est que il n'y a rien de plus rageant pour un recruteur d'avoir accompagné un candidat jusqu'au bout et que le candidat se pose des questions à la fin, alors même que peut-être il aurait décidé d'arrêter le process et on sait que certains se laissent aller dans un process pour aller jusqu'au bout, pour se tester.
là, on a la possibilité d'être bien testé, d'être bien accompagné, de savoir si l'organisation nous convient. Et c'est là que je te rejoins énormément sur le fait que de dire que le talent management se joue dès le recrutement, parce que quelqu'un qui va bien se sentir dans l'organisation, qui va bien s'y intégrer, c'est quelqu'un qui a été bien préparé. Et donc, si le recruteur joue ce rôle-là, alors on a gagné une partie, on a gagné beaucoup de temps déjà, et puis on a gagné une partie du jeu, évidemment. Merci. Oui, enfin, je vous rejoins. Là, pour le coup, on est vraiment très alignés. Je pense que tout ce que vous avez mentionné est très pertinent. Moi, de mon côté, si je peux apporter quelques exemples. Alors, je pense que ça se voit de moins en moins, mais je pense que c'est important que les recruteurs, les équipes recrutement gèrent à la fois le recrutement interne et externe. Il y a encore des organisations sur lesquelles on a tendance à dire le recruteur, en fait, il fait l'externe et puis l'interne, c'est fait par talent management ou le HR. Et nous, on a travaillé à vraiment mettre toute l'activité de recrutement, qu'elle soit interne ou externe, sous la responsabilité du recruteur. Je pense que c'est ce qui permet de mieux comprendre l'organisation, de mieux vendre des postes en externe pour que ça colle au plus proche de la réalité et de mieux conseiller les managers. Je rejoins Jordan aussi sur l'accompagnement du manager, parce que finalement, le recruteur, il va accompagner le candidat tout au long du process, mais le manager également. Il n'y a rien de pire qu'un recruteur qui accepte toutes les conditions d'un manager et qui va s'épuiser en fait à chercher un candidat qui n'existe pas. Donc, créer les conditions pour que le poste corresponde à la réalité de ce que le marché en termes de talent et une possibilité de continuer à évoluer. Moi, je préfère personnellement souvent prendre un candidat, recruter un candidat ou une candidate qui ne va pas ticker toutes les cases, mais qui va avoir une forte motivation et pour lequel il va y avoir finalement une progression dans le poste. Et c'est aussi faire du talent management quelque part, parce que aller recruter des personnes qui ont déjà fait le même job dans une organisation précédente pendant 3 ans, finalement, c'est assez peu intéressant. Et pour le coup, je trouve que c'est une opportunité qui est ratée d'avoir une personne motivée et qui va continuer à se développer. Et le dernier point, je crois que, mais ça a été plus ou moins dit également, aujourd'hui, il est important bien entendu de recruter pour un poste, mais le plus important finalement, c'est de réussir à vendre une entreprise, un projet. Et c'est là où la Talent Marketplace que j'évoquais tout à l'heure, comme un bon onboarding, comme d'autres outils de développement, sont importants dans la value proposition, dans ce que l'on a à offrir à un candidat. Parce que c'est aussi la garantie de ne pas rejoindre une organisation pour un poste, mais de la rejoindre finalement pour peut-être pas une carrière entière, mais en tout cas une carrière qui peut apporter différentes expériences et plusieurs postes et pas seulement une seule expérience. Là où je te rejoins, et enfin merci beaucoup à tous les deux. Je suis d'accord que tu as raison, dans le recrutement, enfin le recrutement interne est aussi tout aussi important. Et souvent d'ailleurs, on ne sait pas de quel côté on le met. Alors moi je veux peut-être juste faire un retour d'expérience parce qu'on s'est posé la question. Est-ce que c'est le recrutement? Est-ce que c'est le dev des talents? Et en fait, on s'est dit c'est un peu le sujet de tous. En fait, ça dépend d'où vient le besoin. Est-ce que c'est un collaborateur qui manifeste le besoin d'évoluer? C'est-à-dire, j'ai envie de me développer, d'aller sur un nouveau métier. J'estime que là, il va naturellement aller voir la personne en charge de son développement, puisqu'en fait, on est dans l'accompagnement de carrière. Et donc là, l'input va rentrer plutôt sur dev de talent, qui va ensuite aller à la pêche pour trouver le meilleur poste pour accompagner son collaborateur. Ou est-ce que le besoin vient d'un besoin recrutement, c'est-à-dire une ligne de métier qui dit, va voir les équipes recrutement en disant, on cherche tel profil. Et là, du coup, effectivement, c'est la recruteuse qui prend le lead, mais d'abord en identifiant, enfin en tout cas en allant voir toutes les pistes internes
avant d'ouvrir à l'externe, parce qu'effectivement, souvent, on a des gens qui ont les compétences, qui connaissent la maison. C'est une façon, moi, je suis convaincue de ce que tu as présenté, c'est vraiment une façon de fidéliser les gens. Aujourd'hui, la mobilité transversale, c'est vraiment une véritable, horizontale, c'est une vraie attente, je pense, des talents qui voient plus forcément uniquement le vertical. Et moi, je sais que quand on me demande comment fidéliser des gens aujourd'hui, c'est devenu de plus en plus compliqué. Je pense qu'une des réponses les plus évidentes, c'est la mobilité. Et donc, ça rejoint exactement ce que tu partageais. Oui. J'avais une autre question pour vous. Et vous, c'est quoi un peu les perspectives? C'est-à-dire, où si on imaginait peut-être le monde de demain, si on extrapolait tout ce qu'on s'est dit, est-ce que par rapport à nos échanges, vous dites, tiens, peut-être que dans 5 ans, dans 10 ans, ce sujet-là va émerger? Attends, je ferme les yeux. Ouais. Alors moi, j'en ai une à vous présenter, mais je viens de tilter, mais je me suis... en fait, par exemple, il y a quelques années, je trouve que le sujet des agents de talent n'a jamais été aussi présent. Alors là, pardon, je fais un peu une parenthèse, mais alors déjà, on pourrait dire que le talent management, c'est agent de talent pour ton entreprise. Moi, ce que je constate depuis quelques mois, c'est l'explosion des indépendants et du freelancing. Et en fait, je me dis, mais en fait, si, et je pense parce qu'il y a beaucoup de gens qui fuient l'entreprise et qui se disent, quelque part, pourquoi pas mettre à mon compte? Et puis, on a aujourd'hui des acteurs, je pense à Malte, mais à plein d'autres plateformes qui aujourd'hui mettre en lien ces candidats avec des entreprises pour des missions. Et je me dis, mais est-ce que quelque part, demain, il va pas y avoir des gens dédiés à animer, à avoir en portefeuille que des indeps, donc qui sont vraiment agents de talent. Mon job, ce sera d'avoir une communauté d'indépendants que je vais coacher pour mettre bien leur profil LinkedIn à jour, c'est-à-dire coacher sur le marketing de soi, leur marque personnelle, de dire prends cette mission-là, elle te servira plus pour avoir demain tel type de mission en tant qu'indépendant. Enfin voilà, à nous écouter, je me suis dit, mais là on est en train de faire émerger un nouveau métier. Alors là, je ne sais pas, Mathilde. Quelque part, c'est un petit peu ce qu'essayent de faire les cabinets de recrutement. Alors, c'est sur du placement permanent ou sinon, il y a des sociétés qui vont proposer du management de transition. Donc, ils ont un portefeuille de compétences qu'ils savent mettre rapidement à disposition de leurs clients. Je pense qu'il y aurait un vrai besoin parce qu'il y a des personnes qui ont du talent mais qui ne savent pas le vendre. Je pense que la grosse difficulté dans le concept, c'est que aujourd'hui tout le recrutement fonctionne parce que ce sont les entreprises qui payent les cabinets. À partir du moment où vous avez des agents qui se positionnent comme agent de candidat, le système économique est un petit peu plus compliqué à faire fonctionner. Je pense. Ouais. Non, mais tu vois, il y a une question là, justement. Merci, Catherine. Quelle différence avec les sociétés de management de transition? Alors, peut-être que vous direz, j'ai pas une vision très claire du sujet, mais il se trouve que nous, on fait aussi du management de transition. C'est-à-dire qu'en fait, pour moi, l'agent de talent, il est rémunéré par le talent. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, si je suis indépendant, alors aujourd'hui, normalement, un cabinet de recrutement, c'est l'entreprise qui rémunère le cabinet pour mettre le profil. L'idée, c'est de se dire, si demain, il y a vraiment une démocratisation du freelancing et l'auto-entrepreneuriat, je pense que quand même, il y a des gens, effectivement, qui ont besoin d'être aidés, comme en termes de marketing, mais de vitrine personnelle, c'est-à-dire ma marque à moi. Et je trouve qu'aujourd'hui, il y a un vrai développement de chacun prend conscience de sa marque en tant qu'individu. C'est aussi tout ce qu'on a fait avec LinkedIn, etc. Et je me dis, l'agent de talent pourrait être rémunéré par les talents eux-mêmes directement et non pas par l'entreprise où ils vont vendre leur mission ou leurs compétences. Je ne sais pas si c'est viable, tu me diras. Quelque part, ça peut être c'est ce qu'on essaye de faire avec l'outplacement. Mais ça reste, est-ce que toi, tu serais prête à lâcher une partie de ton salaire pour qu'un agent extérieur, finalement, te dise, tiens, Mathilde, c'est le moment d'aller postuler dans une autre entreprise ou
Pourquoi? Enfin, honnêtement, hein, je me pose la question, pourquoi pas, en fait, d'avoir quelqu'un quelque part, ouais, quelqu'un qui m'aide à devenir de plus en plus employable, de plus en plus visible, de plus en plus valorisé, et qui quelque part me conseille sur les compétences clés. Enfin, Mais d'ailleurs, la notion d'agent, elle est intéressante pour ça. C'est-à-dire qu'à l'heure actuelle, on sait que ce qui limite la relation avec des chasseurs de tête, par exemple, c'est qu'une fois qu'un chasseur vous a placé, en théorie, il n'est pas censé pouvoir vous récupérer dans l'organisation dans laquelle il vous a placé pour vous placer dans une autre. Ce qui implique un marché qui a un fonctionnement un petit peu bizarre, parce qu'en fait, quand on a une bonne relation avec un chasseur de tête et qu'on a une proximité, et que ça peut être un peu notre aiguillon de carrière, en fait, il pourrait jouer un peu ce rôle d'agent. Et les entreprises paieraient peut-être moins cher au final en termes de coûts. Les candidats y gagneraient, en gros, on partagerait l'addition, entre guillemets, et les chasseurs ne feraient pas que de la chasse et du placement, ils feraient aussi du coaching, du développement, ce qu'ils font déjà un petit peu au travers de leur offre, évidemment, mais je pense que le métier en ressortirait grandi parce que l'offre serait élargie. Et c'est marrant que tu l'évoques, Mathilde, parce que il y a 2 ans, j'ai un peu creusé le sujet dans un projet entrepreneurial justement sur cet aspect-là. Et c'était juste avant le Covid, et c'est la preuve que on n'a pas toujours. Il faut avoir du nez quand on est entrepreneur, mais je m'étais dit, après le Covid, impossible, ça va repartir tout doucement, le marché du recrutement va être hyper tendu, alors qu'en fait, en ce moment, c'est la folie, et que c'est même le marché des recruteurs qui est en folie. On a des salaires qui explosent pour les gens qui font du recrutement. Nous, on a énormément de mal à recruter des gens qui ont les compétences pour recruter. Donc voilà, mais en fait, je pense que le modèle même de la manière de recruter est en pleine réinvention. Et donc les rôles et l'intermédiation au sein de ça, et notamment pourquoi pas le principe d'agent, est quelque chose auquel il faut forcément réfléchir, parce que la proposition de valeur juste du recruteur, qui est juste l'intermédiaire, hein, parce que sans caricaturer le métier de chasseur, mais potentiellement c'est faire bénéficier à une organisation de son carnet d'adresses. Bien entendu qu'ils font plus de choses que ça, mais plus la proposition de valeur va être importante, plus évidemment les candidats vont prendre le réflexe, comme c'est le cas au Royaume-Uni, hein, qui a un marché énormément de chasse, de contacter un chasseur lorsqu'ils voudront rentrer dans une organisation. Et alors, il y a une remarque de Gaël, un nouveau métier RH qui gérerait le turnover et l'effet boomerang. Et ça me fait penser qu'on l'a peut-être pas assez dit, en parler, mais je pense que ça, c'est un vrai sujet. C'est-à-dire qu'en fait, comment on anime nos communautés d'alumni, qui sont aussi des leviers, bien évidemment, de recrutement. Moi, je suis convaincue, il y a de plus en plus de gens qui partent pour revenir quelques années plus tard. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, c'est pas encore inscrit l'animation de ces communautés. On se dit, il est parti. Quelque part, ça y est, c'est fini. Et est-ce que effectivement, le talent management ne s'arrête, enfin, est-ce qu'il y a une fin en fait en soi? Est-ce qu'on ne devrait pas avoir dans les équipes RH des gens qui suivent ces gens partis? Chez Docto, on a la chance parce que très vite, on s'est rendu compte qu'il y avait cet effet boomerang, lié aussi à ce que j'évoquais tout à l'heure sur l'âge des gens qui nous rejoignent, et le fait qu'à certains moments, certains sont partis pour revenir ensuite. On a très tôt, parce qu'on a une équipe interne qui s'appelle People Engagement, qui est grosso modo en charge de la mesure de la satisfaction et du suivi de la satisfaction des Doctolibers, et qui suit aussi ce qui se passe au moment de l'offboarding, pour pouvoir capitaliser sur ces éléments-là et changer ce qui a pu poser problème, et animer le réseau d'alumni, en se disant que cette communauté d'anciens sont à la fois des futurs talents qu'on va pouvoir recruter, et en fait on en a vraiment beaucoup d'exemples de personnes qui ont commencé l'aventure, qui sont allées rechercher autre chose ailleurs, et qui sont revenus avec une expérience beaucoup plus enrichie ensuite. Et quand on voit la difficulté qu'on peut avoir à trouver, attirer des talents et être sûr qu'il y a le bon match avec l'organisation, en fait, quand on en a trouvé, même des gens qui ont voulu partir, parce qu'à un moment, ils ont construit aussi un parcours. Comme la logique de nos talents maintenant, c'est de se dire, je vais aller grappiller des expériences, je ne vais pas forcément avoir un parcours linéaire. Si m'imaginer me projeter 10 ans dans une organisation, c'est pas forcément ce que je veux, et encore moins quand c'est une start-up. Alors à ce moment-là, il y a une logique hyper forte à les suivre pour leur proposer des choses par la suite. Et du coup, vous les suivez comment? C'est-à-dire, donc c'est quelqu'un qui, à chaque fois que quelqu'un part, il a ses comptes. Enfin, tu vois, On a les coordonnées, et donc ils rejoignent une communauté.
et on anime cette communauté avec régulièrement la possibilité de participer à des événements, une communauté Slack auquel ils peuvent souscrire, et puis des news sur l'actualité ou la vie de la vie de l'entreprise, et voilà, et la possibilité à tout moment de leur faire part des offres de jobs qui sont disponibles. Et on les suit aussi sur leur évolution professionnelle par la suite pour pouvoir tracer ce qu'ils deviennent et se dire est-ce qu'à un moment il n'y aurait pas nos routes ne pourraient pas se recroiser. Ouais, carrément. Mais c'est un travail de fourmi, mais des écoles le font très très bien, notamment les écoles de commerce ou les écoles d'ingénieurs qui capitalisent énormément. Alors c'est normal parce qu'une partie du financement peut venir du retour fait par les alumni et parce que c'est des témoignages inspirants pour leurs étudiants. Mais les entreprises doivent se transformer aussi avec cette logique en fait d'animation de communauté. Il y a ma communauté de candidats potentiels, il y a ma communauté d'alumni, il y a ma communauté d'investisseurs. Enfin voilà, nous ne sommes en tant qu'organisation que des logiques de communauté. Et en fait, il ne faut pas oublier celle-là parce que c'est sûrement l'une de celles sur lesquelles il y a le plus à capitaliser pour avoir ce fameux effet boomerang qui peut être hyper utile pour la construction de l'orga après. Et c'est vrai que sur la gestion des communautés, c'est quand même un aspect qui est très important, que ce soit pour des personnes qui quittent l'organisation et que l'on souhaiterait voir revenir, pour continuer à créer ce lien finalement. Mais finalement, c'est vrai pour tout type de métier ou de communauté que l'on souhaiterait, sur lesquels on sait et on souhaite rester en contact. Donc, nous, on investit beaucoup sur le recrutement proactif. Et donc, on va créer des pools de talents Alors, dans un premier temps, on a commencé uniquement à identifier ces pools de talents en se disant, le jour où on a ce type de recrutement, on va pouvoir l'activer rapidement. Maintenant, sur des postes clés, nous commençons déjà à engager les candidats très très en amont, c'est-à-dire avant même que le poste soit vacant, de manière à constituer un pool de talents qualifiés, validés par le manager, et pour que l'on puisse finalement l'activer très très rapidement dès que le besoin s'en fait sentir. Et donc là, il y a un travail qui se fait en étroite collaboration avec Talent Management, donc sur tous les plans de succession, sur les postes critiques. Notre ambition est de faire en sorte que nous pouvons compléter un plan de succession interne qui serait défaillant. Et défaillant, c'est que soit on n'a personne de près, soit nous avons un choix qui est très limité, notamment sur des critères de diversité. Et c'est à ce moment-là qu'on va décider de compléter ce plan de succession en allant également en s'adressant au marché extérieur, de manière à pouvoir sécuriser la continuité sur ces postes critiques. Super, merci beaucoup. Je vois qu'il reste 9 minutes avant la fin de ce webinaire. Donc, encore une fois, n'hésitez pas si vous avez des questions. On a commencé à y répondre avec Christopher. Alors là, Christopher, tu as une dernière question. Est-ce que dans votre marketplace, vous prenez en compte ce turnover, un équipier parti pour être intéressé pour intégrer une équipe autour d'un projet? J'ai pas compris la question. Alors, est-ce que dans votre marketplace, vous prenez en compte le turnover, un équipier parti pourrait être intéressé pour réintégrer une équipe autour d'un projet, point d'interrogation. Ah oui, tout à fait, oui. En fait, l'idée, et c'est là où c'est il y a un changement culturel très important qui accompagne finalement le lancement de ce projet. C'est-à-dire que l'idée n'est pas que nos employés qui travaillent à 100% de leur temps sur leur poste, l'idée n'est pas qu'ils travaillent à 120% de leur temps. Donc, il y a déjà un concept qui est d'accompagner en fait nos managers dans la compréhension de ce que nous sommes en train de faire, puisque ce sont des acteurs, nos managers, du développement de tous nos employés, pas que de leurs équipes, et donc qui consiste en fait à libérer nos employés à hauteur de 20% de leur temps pour qu'ils puissent se développer sur d'autres projets. Et ensuite,
une fois le projet terminé, la personne revient dans son équipe d'origine. L'idée est que elle va pouvoir finalement postuler à un autre projet ou, au travers de cette première expérience, avoir finalement renforcé sa palette de compétences, son réseau, son expérience pour pouvoir finalement postuler à un job, un poste permanent dans l'organisation. J'espère que ça répond à la question. Ouais, très bien, Christopher, ça répond très bien et je te coupe un peu parce que en fait le webinaire est déjà fini. A priori, on va devoir dire au revoir. Nous, on était partis. Écoutez, donc du coup, excuse-moi, Christopher, de t'avoir coupé. J'espère qu'en tous les cas, on a répondu à vos interrogations et c'était un plaisir de partager avec vous. Moi, à titre très perso, je vous souhaite une très belle soirée et messieurs, je vous laisse dire le mot de la fin. Merci à toi Mathilde, merci à toi Christopher, c'était un plaisir d'être à vos côtés. Moi j'aime beaucoup intervenir souvent, je sais que c'est le côté RH en startup et vous écouter, c'est toujours hyper inspirant pour nous parce qu'on n'est qu'au début de notre histoire, on construit plein de choses. Donc moi la fonction par exemple Talent Management n'existait pas avant mon arrivée. Donc tous les sujets que vous pouvez aborder sont hyper inspirant pour nous dans l'optique de construire des organisations qui soient capables de gérer autant de volume que vous, puisque évidemment on aspire à faire en sorte que Doctolib puisse être un acteur majeur de la santé et rendre fiers les Français pour ce sujet qui est si important pour nous et dans notre société. Donc voilà, merci encore de m'avoir accueilli et j'espère aussi avoir répondu en partie aux interrogations des personnes qui nous ont suivis. Non, mais écoute, bravo pour tout ce que vous faites, parce que mine de rien, c'est dans cette période une croissance incroyable. Donc, au niveau du recrutement, c'est quand même assez compliqué. Donc, bravo pour ce que vous faites. Mathilde, comme j'ai rejoint un tout petit peu en retard, j'ai un petit peu moins écouté ou pu participer à sa partie. Mais en tout cas, c'est un plaisir d'être là avec vous, de partager une expérience. Et bien entendu, s'il y a des questions, n'hésitez pas à vous rapprocher de nous pour qu'on puisse vous apporter des compléments de réponse. Merci beaucoup. Très belle soirée à tous. Merci à tous. Au revoir.